Disons que nous, on n'a pas démarré directement avec l'écriture de plateau, nous on est parti des auteurs. Quand on s'est fondé en collectif, on est parti effectivement au départ avec Jean-Luc Lagarce, puis après on a monté aussi une deuxième pièce à partir de Brecht. Et tout ce travail presque de laboratoire d'improvisation collective, qui peut plus s'apparenter à l'écriture de plateau, elle était souterraine et plus dans les répétitions. Et c'est au bout de 2 spectacles où on s'est dit quand même, une langue est née entre nous, une façon de faire, et on a eu besoin d'aller vers la création collective, une première fois, puis une seconde fois. Et puis après, donc deux auteurs et 2 écritures de plateau, on s'est questionné sur la place du langage. Aujourd'hui, on a eu envie aussi de retourner vers les auteurs, ne serait-ce que pour pas être auto-centré. La création collective, c'est très long, chacun y met beaucoup de lui. On avait besoin de réinterroger un tiers, c'est-à-dire l'auteur, tout en étant quand même garant de notre identité qui était celle aussi qui était arrivée par l'écriture de plateau. Et du coup, notre 5e spectacle, c'est une rencontre entre les deux, d'où aussi ma volonté, au bout de 4 spectacles, d'aller travailler avec de nouveaux acteurs tels que je l'ai fait à la Comédie Française et de retrouver Tchekhov parce que je savais qu'avec In Vitro, ce serait notre prochaine création. Donc j'avais l'impression qu'il fallait moi aussi que je m'y confronte et que je retourne vers ce travail de texte. Puisqu'on cherche cette vie dans le théâtre vivant, c'est ce que je prône en permanence, c'est cette frontière entre le réel et la fiction, j'emploie plus le mot réel que réalité, parce qu'au final, ça donne une sensation de naturel, mais on est loin d'être au cinéma quand même. Ça demande un surengagement en fait, des acteurs. Mais on s'est dit que pour aller puiser cette vie, on n'allait pas la trouver qu'entre nous, puisque nos problématiques sont plus grandes, puisqu'à chaque fois, à travers une poignée d'individus, on questionne quand même des questions plus sociétales ou familiales, en tout cas qui se rapprochent à notre monde, et qu'il fallait qu'on aille au contact de ce monde, tel que sûrement l'avait fait Tchekhov quand il était médecin, avant de passer à l'écriture. On sent bien qu'il a quand même fait une recherche de par son travail, qu'il devait être le médecin, le psy, le pédiatre, enfin, il a quand même dû être en contact d'une population au-delà des vertus juste de soigner. Nous, au-delà juste que de l'interprétation, de l'émotion, de la recherche du sens, on a eu cette volonté, et puis de manière aussi amusante, d'aller travailler avec des non-acteurs qui le font très bien, parce que si on va improviser avec des voisins, ils jouent les voisins mieux que si nous-mêmes on faisait les voisins, puisqu'ils le sont vraiment. Et comment, à un moment donné, sur des improvisations, le réel et la fiction discutent ensemble, cohabitent ensemble, et même des mots d'une époque de Tchekhov peuvent cohabiter avec les mots de notre époque. Ça a été toute la première recherche qui ne dure pas évidemment pendant des mois, mais qui sont vraiment l'origine et le point fondateur du début des créations. C'est très scénarisé, c'est des improvisations qui peuvent durer très très longtemps, 7, 8, 9 heures, ou alors des improvisations qui ont été très scénarisées et du coup qui sont filmées, qui ont un temps plus court, mais qui ont été pensées à travers lesquels, après, les acteurs et les non-acteurs s'amusent et jouent. Mais c'est des choses qui ont été réfléchies comme un travail laboratoire et qui donnent souvent la méthode, qui change à chaque création, mais qui va donner la méthode et l'identité de la création nouvelle. Je ne sais pas si la notion d'héritage est présente parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui m'intéresse, donc je n'ai pas de recul sur le monde d'aujourd'hui. Donc le seul petit recul que je peux avoir, c'est soit effectivement aller voir dans des auteurs qui l'ont interrogé avant nous. Et je suis marquée de spectateurs qui peuvent sortir en disant « Ah, c'est super ce monologue sur l'écologie que vous avez rajouté », alors qu'en fait, il était déjà là il y a 150 ans. Ou alors, effectivement, la notion d'héritage qu'on a nous, c'est-à-dire nous qui venons de la génération d'avant, c'est-à-dire celle d'après-guerre, et puis nous qui sommes parents, qui donnons la vie à la génération d'après. Donc ces questions-là, elles sont présentes après... Je ne sais pas si, dans un premier temps, c'était très conscient de ma part. Ça s'est conscientisé au fur et à mesure des spectacles quand j'ai vu que c'était un fil conducteur. D'habitude, ce qui est une première, c'est qu'il y a 2 de mes spectacles qui ouvrent sur une vidéo, mais qui sont vraiment une vidéo issue des répétitions de réel, c'est-à-dire des questions qu'on pose à des enfants dans l'une, puis des questions qu'on pose à des gens qui ont l'âge de nos parents dans l'autre. Là, en fait, on a fait 20 heures de film pour Mélancolie. Ça a été très important, le travail cinématographique, parce qu'il nous fallait un pont entre la recherche qu'on avait avec Tchekhov, la recherche qu'on avait sur notre monde, et que du coup, la caméra nous permettait en fait de passer de l'un à l'autre et d'aller filmer une scène dans l'hôpital public avec Anna Petrovna qui parlait avec les mots de Tchekhov et un vrai spécialiste en cancérologie qui répondait avec les siens. Ça, évidemment, que faire entrer une caméra et d'avoir une personne, c'était mieux que si on était tout le collectif à regarder une impro, c'est impossible.
Et toute cette matière-là, elle nous a aussi permis de scénariser, en fait, puisqu'on a fusionné des œuvres, on s'est dit comment rescénariser une histoire avec les mots d'un auteur. Et du coup, le code cinématographique, dont je fais quand même, on va dire que j'ai fait des études de cinéma modestes, mais j'ai cette petite culture-là. Et d'où aussi toute l'idée de la nouvelle vague qui nous a accompagnés. Donc on en a un tout petit extrait au début du spectacle. J'avais la volonté au départ d'en mettre beaucoup plus. Mais c'est pareil, c'est tout un pan qui est très compliqué à établir entre ce qu'on a vécu en répétition et qu'est-ce qu'on garde dans un geste esthétique final. Parce que un médecin, par exemple, si on l'avait montré, cette scène-là, le public ne peut absolument pas savoir que ce n'est pas un comédien déguisé avec une blouse blanche et que c'est un vrai. Donc en fait, tout perdait de son sens. Et toute l'expérience qu'on avait faite, où les acteurs avaient tourné énormément de choses, effectivement, ça n'avait plus été pensé pour le travail que pour un résultat. On a eu besoin justement pour se raconter, de trouver une distance, et souvent celle qui a été, en tout cas notre première distance, ça a été d'interpréter la génération d'avant pour parler de nous de manière pudique. Du coup, on a fait effectivement une saga qui s'appelait des années 70 à nos jours, où c'était très ludique de se dire en plus, on n'avait pas la volonté d'être ni sociologue ni politologue sur cette époque-là, juste comment nous on projette un fantasme sur cette génération qui a connu 68 et qui a eu des enfants dans les années 70-80, c'est-à-dire notre génération. Mais encore une fois, ce n'était pas un travail documentaire, c'était un travail de fantasme pour dire effectivement c'est nous qui sommes issus de ça, et on est quand même dans des oppositions assez radicales de discours et d'espoir aussi. Du coup, effectivement, ça a été une manière, c'était des thématiques qui m'étaient propres à moi, qui ont inspiré aussi le groupe. Et puis après, toute la question, c'était, mais si on arrête d'interpréter une autre génération et qu'on interprète la nôtre, on l'a fait comment ? D'où aussi cette volonté de dire, mais tiens, il y en a qui l'ont fait comme Tchekhov, puisqu'il écrit aussi des personnages qui ont son âge, qui ont des propos très terribles, sur le fait qu'ils se sentent vieux avant l'heure. Et ça a été une manière aussi de pouvoir aussi passer à une autre forme de récit et de se raconter en fait différemment. Précisément, là, notre époque répond particulièrement à la sienne. C'est ça que je ne sais pas, parce que moi, quand j'étais étudiante en théâtre, c'était moins à la mode que ça. Ou en tout cas, c'était toujours fantastique de dramaturgie, de personnages, d'intelligence, d'épopée. Mais on va dire que c'était en tout cas moins actualisé. Donc toute la question de est-ce qu'il faut actualiser, est-ce qu'il faut garder les mots, pas les garder. Bon, après, tout ça est très réjouissant, en fait. Je me dis, tant que ces auteurs inspirent, c'est qu'ils sont terriblement vivants. Donc, mais on va dire qu'en tout cas, j'avais quand même plus, moi, dans l'imaginaire, la datcha, la neige, l'ennui, tout cet imaginaire-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un regain de vie à travers ces problématiques qui sont terribles, mais plutôt que de dire c'est des personnages qui s'ennuient, c'est peut-être des personnages qui essayent de contrer l'ennui, ou qui ne se rendent pas compte, justement, du néant de leur existence. Et qui fait qu'il y a un effet miroir qui est dingue. Et surtout, on ne sait jamais finalement tels qu'ils sont, ces personnages seuls. On les voit ensemble. Donc on est plus à assister à la naissance souvent d'un collectif éphémère, soit qui se rencontrent un été, soit qui traversent 2 ans de vie ensemble. Et comment ils se situent par rapport à l'autre et comment ils résistent. Il y a quand même cette notion de résistance, même si c'est terrible. Et alors on est quand même avant la Révolution, hein, quand il écrit ça, elle n'est pas encore là, elle n'arrivera pas tout de suite. On est sur la fin d'un monde et le début d'un autre. Et j'ai la sensation que, je ne sais pas si Tchekhov parlait de la même façon justement dans les années 70, parce que peut-être eux étaient en train de bousculer quelque chose, ou en tout cas on avait la volonté et l'espoir. Et nous, on sent qu'on a hérité de ça, qu'on est dans un monde qui doit muter, parce qu'il mute tellement vite que de toute façon, il mute trop vite pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et du coup, on est effectivement dans une expectative de ce qui va arriver. J'ai l'impression en tout cas que notre époque n'inspire pas pour rien cet auteur en ce moment particulièrement et chez la jeune génération. Ça donne l'apparence d'être un théâtre intime, mais ça ne l'est pas tellement parce que finalement, c'est vraiment comment l'individu se constitue face à l'autre. Et je crois que c'est ça qui me plaît théâtralement. Moi-même, à l'origine, j'ai formé un collectif parce que je ne veux pas faire du théâtre toute seule, ça ne m'intéresse pas. Et je trouvais ça terrible qu'après les écoles, chacun ait un avenir de dire maintenant, débrouille-toi, attends que ton téléphone sonne. Et je trouve que finalement, de mutualiser les idées, de se poser des questions ensemble, ça ne veut pas dire que chacun n'a pas une place
définie et qu'on partage tout. Mais cette idée de dire on le fait ensemble, et même moi dans la salle chaque soir, je vois comment cette partition elle prend vie et comment on invite ce 9e personnage qu'est le public qui doit se sentir à table aussi avec eux. Mais il ne l'est pas vraiment, mais tout comme les acteurs ne le sont pas vraiment. C'est une sorte d'extrême pudeur de dire comment les sentiments transparaissent à travers le phénomène de groupe. C'est très très long dans la vie avant de mettre une table en l'air. Je veux dire, on résiste terriblement, ou autrement on est des héros. Mais là, puisqu'en plus Tchekhov questionne des non-héros, enfin des gens ordinaires, je trouve ça fascinant d'observer la vie en culture comme ça, à travers les uns les autres, d'écouter quelqu'un parler, mais d'avoir le loisir de regarder celui qui dit rien à côté, et que ça fait tout autant dialogue en fait. Bon, ça c'est mon obsession à moi, du coup je crois qu'à chaque création, c'est ce que je recherche. Sur le mot mélancolie, on peut mettre vraiment 2 choses différentes. Soit il y a la mélancolie lourde, c'est-à-dire pathologique, telle que définit Freud, où là c'est la dépression, le personnage d'Ivanov, effectivement, du coup la fin est terrible. Ou alors on a une mélancolie plus douce, que j'appelle, qui est une sorte de peut-être désillusion, mais aussi peut-être une sorte de clairvoyance sur la difficulté, du coup, l'envie et le besoin de résister, que la mélancolie, ça peut être un courant artistique, ça peut être de toute façon, à partir du moment où on sait que c'est difficile, comment faire par-dessus et comment créer. Ça m'amusait aussi de voir comment les mélancolies passent d'une œuvre à l'autre chez Tchekhov et comment il peut avoir une vision très radicale quand il est plus jeune, d'où ses premiers écrits, Ivanov, et comme au fur et à mesure, il y a quand même une rondeur, une nostalgie qui arrive, et une mélancolie qui est peut-être moins terrible, et dans laquelle on peut tous se reconnaître. Depuis quelques années, c'est vrai que dans les théâtres, on essaye, en tout cas dans les programmations, de tendre vers une parité entre les hommes et les femmes. Je vais être plus concernée, on va dire, dans ma vie de tous les jours, que professionnellement, où il y a eu une sorte quand même de changement, mais je dirais que comme il y a eu un changement du fait que toute une génération de trentenaires a été reconnue par l'institution en travaillant ensemble et en cohabitant, parce qu'on était plein de groupes, ce qui était mais pas du tout le cas. Moi, quand j'étais étudiante en théâtre, où c'était des grands metteurs en scène, plus âgés, qui étaient, et puis c'était pas des troupes, et puis c'était pas des... Donc on va dire que ça déjà, ça a énormément changé. Et puis, il y a eu ce phénomène que les groupes étaient très paritaires, et puis qu'il y avait effectivement à leur tête, quand il y avait des têtes, des hommes et des femmes. Et que cette chose-là, elle s'est faite en même temps. Moi, j'ai jamais, en tout cas, senti même un côté soit paternaliste, ou soit... Je ne l'ai pas senti directement, mais encore une fois, parce qu'en plus, on était jeunes, mais on n'était pas non plus à nos tout débuts, donc on avait quand même une sorte d'assurance, puis ça n'a pas marché tout de suite, donc on a eu le temps quand même d'asseoir un certain manifeste entre nous pour savoir quel théâtre on avait envie de défendre. Après, dans la vie de tous les jours, ou dans le fait d'élever des garçons, tout ça, c'est des questions qui sont très vive, très prenante. Moi, j'ai aucun problème avec le mot féministe, par exemple. Je sais qu'il y a certaines femmes, alors moi, je trouve que non. Enfin, alors après, c'est aussi mon héritage de ma mère qui s'est battue pour ces questions-là, et je les trouve terriblement d'actualité pour les femmes et pour les hommes. On n'est pas féministe que quand on est une femme. Mais oui, c'est des choses qui me font quand même assez bondir quotidiennement. Je l'ai moins ressenti à l'intérieur de mon métier, je me sens plus libre à ce niveau-là, et je trouve que quand même c'est des questions qui sont présentes dans notre milieu et qui ne sont pas du tout niées, ce qui est quand même très agréable.